Chapitre 12. Le dernier indice. La nature des tempêtes de poussière de Mars est bien comprise, bien que certains aspects de leur dynamique restent encore à explorer. Contrairement à la Lune, dépourvue d'atmosphère pour mettre en mouvement son régolithe, Mars possède une atmosphère suffisamment dense pour soulever et maintenir en suspension sa poussière rougeâtre composée de rouille, extrêmement fine et abrasive. En temps normal, ces tempêtes sont inoffensives. Cependant, des différences brutales de température et de pression, souvent amplifiées par l'absorption d'énergie solaire sur la surface de Mars, peuvent déclencher des vents puissants. Les calottes de glace au pôle et sur les hauts sommets sont en majeure partie constituées de glace de CO2. Il s'agit en fait de l'atmosphère qui se solidifie ou qui se sublime au gré des saisons, provoquant les différences de pression dues aux différences de température. Ces vents, bien que freinés par la faible densité de l'atmosphère, suffisent à soulever la poussière et à initier un cycle auto-entretenu. Les particules en suspension réchauffent l'atmosphère, renforçant les vents et levant davantage de poussière. Certaines tempêtes locales peuvent ainsi évoluer en événements globaux, enveloppant toute la planète pendant plusieurs semaines. Quand les vents se mettent de la partie, la tempête peut rapidement devenir incontrôlable. Les nuages de poussière peuvent réduire considérablement la luminosité au sol, plongeant parfois la surface dans une obscurité quasi totale, créant ainsi des conditions dangereuses. Le véritable danger ne réside pas dans la visibilité, mais dans l'infiltration omniprésente des particules fines. C'est là le véritable danger des tempêtes martiennes. Pas le vent, mais l'impact des particules sur les équipements. Les combinaisons BioSuite ne sont pas conçues pour supporter une tempête de cette envergure. C'est comme sur Terre, on ajuste son équipement de randonnée selon la météo prévue. Un simple surplomb rocheux ne constituerait pas une protection efficace, et même le casque et le masque sont vulnérables à l'infiltration des particules abrasives constituées de rouille, qui obstruent le mécanisme et réduisent l'efficacité des systèmes de filtration. Pour les humains, la poussière martienne représente surtout une menace par son potentiel à perturber les équipements critiques, bien plus que par son action directe. Au plus fort d'une tempête martienne, il ne fallait que 2 minutes pour ressentir les démangeaisons insupportables, 5 pour perdre la vue et 15 pour perdre la vie. David Starr connaissait ces risques dans les moindres détails. La poussière fine s'insinuait dans son équipement inapproprié. Le petit overboard bondissait sur les reliefs chaotiques que les systèmes d'éclairage n'arrivaient pas à illuminer. Tous ses capteurs étaient au rouge, son mécanisme aussi luttant contre la tempête. David toussait violemment, sa gorge brûlée par les particules impossibles à filtrer complètement. Ses yeux larmoyants embuaient le casque, réduisant encore plus sa visibilité. Rien ne pouvait arrêter ces infimes particules, excepté les équipements d'un dôme ou d'une navette. Rien. Rien? Au milieu des démangeaisons insupportables et de la toux qui lui déchirait la gorge, David désespéré pensa aux Martiens. Avait-il vu arriver cette tempête de sable? Aurait-il pu prévoir que son overboard serait incapable de le protéger? Ils auraient pu le déposer à la porte du dôme ou même à l'intérieur. L'étrangeté de leur comportement le troublait. Cet Adam avait précipité son retour à la surface, comme s'il cherchait à le pousser dans cette tourmente. Mais pourquoi? Les derniers mots d'Alice résonnèrent en lui, ceux qu'il n'avait pas entendus consciemment, mais qu'elle avait insérés dans son esprit durant son retour à la surface. N'aie aucune crainte, gardien des étoiles. C'était là la clé. Il s'arrêta et fouilla frénétiquement ses poches. Il ferma les yeux et d'un geste brusque, il retira son casque, exposant le haut de son visage aux griffes abrasives de la tempête et pire, à l'atmosphère de Mars. La brûlure du sable et du froid et la sensation de bouillir furent immédiates. L'extérieur essayait de le tuer. Il plaça la bande souple sur son front et remit son casque. Et pour la première fois depuis le début de la tempête, il respira sans suffoquer. Ses poumons purgèrent les particules qui s'y étaient infiltrées en éternuant rageusement, tandis que l'oxygène se diffusait à nouveau correctement dans son organisme. Peu à peu, ses larmes nettoyèrent ses yeux, et les grains de sable ne s'infiltraient plus, arrêtés par la brume. Retrouvant peu à peu l'usage de la vue, il remarqua alors le champ de force personnel qui l'entourait, un brouillard scintillant, et il savait que la partie supérieure de son visage était masquée par une lueur diffuse, impénétrable. Les molécules d'air traversaient librement le champ de force, mais les particules de sable, aussi minuscules soient-elles, étaient trop grandes pour le franchir, empêchant aussi plus de dégâts sur son matériel. David observa un phénomène fascinant. À chaque impact, les grains de sable libéraient une étincelle lumineuse en touchant le champ de force. L'énergie cinétique se transformait en lumière, créant une aura irréelle iridescente autour de lui. David épousseta ses vêtements, libéra une pluie fine de grains microscopiques, presque imperceptibles à l'œil nu. Grâce au champ de force, il finit par se débarrasser du plus gros de cette couche abrasive. Il tourna ensuite son attention vers l'overboard et tenta de le redémarrer. Un bruit sourd se fit entendre avant que le moteur ne rendît un silence définitif. Rien de surprenant.
Contrairement aux véhicules tout-terrain, il n'était pas équipé de système de protection, inutile dans les conditions d'utilisation normales. David soupira, il n'avait pas d'autre choix que de marcher tout droit, mais cette idée ne l'inquiétait plus. Le dôme n'était maintenant plus qu'à 3 kilomètres, et ses réserves d'oxygène, soigneusement approvisionnées par les Martiens avant son départ, étaient suffisantes. Il comprenait mieux leur logique désormais. Il savait qu'une tempête approchait, peut-être même l'avait-il déclenchée. Avec leur science avancée et leur maîtrise probable des phénomènes climatiques martiens, cela semblait plausible. Il lui avait donné les outils nécessaires pour survivre, mais s'il n'était pas capable de s'en servir, alors c'est qu'il s'était trompé sur son compte. David esquissa un sourire grave tandis que sa peau irritée protestait à chaque pas. Les Martiens avaient risqué sa vie, mais il comprenait leur motivation. Sa réaction avait été assez rapide pour lui sauver la vie, mais il savait qu'il aurait dû réfléchir plus vite, anticiper davantage. Il remarqua que le champ de force qui l'entourait avait des propriétés inattendues. Il englobait même les semelles de ses bottes, créant une fine couche de répulsion entre lui et le sol martien. Cela lui donnait l'impression de flotter à 1 centimètre au-dessus de la surface, comme s'il se déplaçait sur des ressorts invisibles. Cette élasticité combinée à la faible gravité martienne lui permit de franchir les distances avec une aisance inhabituelle. Le dôme n'était plus très loin. David accéléra encore, porté par l'idée d'un bain chaud. Lorsqu'il atteignit le plus proche des sas, la tempête avait perdu de son intensité, et les étincelles qui dansaient sur son champ de force s'étaient raréfiées. Il retira enfin son masque, libérant un soupir de soulagement. Les portes s'ouvrirent, et tous les regards se tournèrent vers lui. Les gars aux alentours l'encerclèrent, leurs voix se mêlant dans un tumulte d'exclamations. « Par Jupiter, c'est Williams !»« D'où tu viens, gars ? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Puis une voix plus forte domina le brouhaha. « Attends, comment t'as fait pour traverser la tempête ?» Un silence s'installa. Un des gars ne put s'empêcher de remarquer. Regardez son visage, on dirait une tomate pelée. La comparaison, bien qu'excessive, frappa juste. La peau rougie et irritée de David trahissait les épreuves qu'il avait traversées. Des mains s'empressèrent de desserrer son biosuite et de le débarrasser du reste de son équipement. On l'aida à s'asseoir tandis qu'on envoyait un message à Hens pour l'informer de son retour. Hens arriva en overboard 10 minutes plus tard, visiblement agacé, une expression oscillant entre l'exaspération et la colère. À son entrée, il ne manifesta aucun soulagement de voir l'un de ses ouvriers sain et sauf. Au lieu de cela, il grogna sèchement. « Explique-toi, Williams !» David leva les yeux et répondit d'un ton glacial. « Je me suis perdu. » Hens pointa l'hyperlink. Mais avant qu'il ait pu prononcer un mot, David afficha le message d'erreur. « Et c'est tout ce que tu as à dire. Tu disparais pendant 2 jours et tu reviens avec « je me suis perdu ». C'est un peu court, tu ne trouves pas ? J'ai voulu prendre l'air, je me suis un peu trop éloigné, c'est tout. Bah voyons, moi aussi avait besoin de se promener pendant 2 jours en pleine tempête. Tu tout noir, Williams ? Parce qu'il manque une seule navette. Un des gars tenta de s'interposer alors que Hens virait au cramoisi, prenant de plus en plus la même teinte que David. Il est épuisé, monsieur Hens, la température l'a surpris. Réfléchis un peu, idiot, s'il avait été pris dans la tempête, il serait pas là pour nous sortir son baratin. Puis, fixant à nouveau David, il remarqua les marques évidentes sur son cou et ses épaules. La rougeur et les irritations ne pouvaient être feintes. « T'étais vraiment dehors pendant la tempête ?» demanda-t-il méfiant. « J'en ai bien peur, répondit David. « Alors, comment t'as fait pour t'en sortir ?»« J'ai rencontré quelqu'un, expliqua David. Il était enveloppé de fumée et de lumière totalement insensible au sable. Il a dit qu'il était le gardien des étoiles. » Les gars s'approchèrent. Hens, furieux, se retourna vers eux. « Fichez le camp par l'espace !» hurla-t-il. « Retournez bosser. Et toi, Johnny, va me chercher une navette tout de suite. » 1 heure passa avant que David ne puisse enfin s'immerger dans un bain chaud qu'il espérait tant. Avant cela, Hens l'avait confiné dans son bureau, arpentant la pièce comme un lion en cage, bombardant David d'une avalanche de questions. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gardien des étoiles ? Où est-ce que tu l'as rencontré ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Et c'est quoi cette fumée, cette lumière dont tu parles ?» David s'était contenté de répondre. « Je me promenais, je me suis perdu, quelqu'un prétendant s'appeler le gardien des étoiles m'a ramené. » Exaspéré, Hens finit par jeter l'éponge. Peu après, le médecin intervint. David put enfin savourer un bain brûlant tandis que son corps endolori avait été couvert de crème apaisante et il avait reçu des hormones pour accélérer sa récupération. Cependant, quand il eut pris la soporite, il s'endormit presque instantanément. David se réveilla plus tard dans une chambre d'infirmerie, enveloppé dans des draps propres et frais. Les rougeurs de sa peau avaient en grande partie disparu et ses muscles semblaient avoir retrouvé un peu de vigueur. Il savait toutefois que son répit serait de courte durée. On viendrait bientôt le harceler à nouveau, et il lui faudrait jouer serré pour gagner du temps. Son esprit, désormais clair, s'acharnait sur le problème des intoxications alimentaires. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement. Il ne lui manquait qu'1 ou 2 indices cruciaux et une preuve irréfutable.
Un bruit de pas feutrés se fit entendre derrière la tête de son lit. David se raidit, son corps prêt à réagir. Était-ce déjà le moment de reprendre le combat? La tension retomba légèrement lorsqu'il reconnut Benson, le scientifique à la silhouette désordonnée, avec ses cheveux en bataille, son expression angoissée et un objet étrange en main, ressemblant vaguement à un vieux fusil. Il s'approcha prudemment. « Williams, vous êtes réveillé ?» demanda Benson. « Comme vous pouvez le voir, » répondit David. Benson s'épongea le front d'un geste nerveux. « Ils ne savent pas que je suis ici, ils n'apprécieraient pas. »« Pourquoi ?» répliqua David intrigué. Benson baissa la voix, jetant des regards anxieux autour de lui. « Ed s'est persuadé que vous êtes impliqué dans cette affaire d'empoisonnement. Il ne parle que de ça à Makian et à moi. Selon lui, vous justifiez votre absence par ces histoires abracadabrantesques. J'ai tout tenté pour lui faire entendre raison, mais là je crois que vous êtes dans de sales draps. » « Et vous, Benson, vous pensez que je suis complice des empoisonnements ?» Le scientifique s'approcha encore, se penchant au-dessus du lit de David. David sortit son souffle lorsqu'il murmura. « Non, je ne crois pas, parce que je crois que votre histoire est vraie. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur cette créature, celle que vous avez décrite enveloppée de fumée et de lumière. Vous êtes sûr que c'est pas une hallucination, Williams ?» David soutint son regard et répondit avec assurance. « Je l'ai vu, Benson, de mes propres yeux. » « Comment pouvez-vous être sûr que c'était humain? Ça a parlé ?» David secoua la tête. « Non, ça n'a pas parlé, mais ça avait forme humaine. » Il planta son regard dans celui de Benson. « Vous pensez que c'était un martien ?» Un sourire crispé étira les lèvres de Benson. « Ah ah ah, alors vous vous souvenez de ma théorie? Oui, c'est bien ce que je pense. C'est forcément un martien. Vous comprenez pas? Ils se montrent enfin, et chaque détail à leur sujet peut faire la différence. Mais on manque cruellement de temps, ajouta-t-il le regard sombre. David se redressa légèrement appuyé sur un coude. « Pourquoi ?»« Vous n'êtes pas au courant, évidemment. Williams, la situation est catastrophique. » Il agita l'espèce de fusil qu'il tenait à la main et demanda avec amertume. « Vous savez ce que c'est ?» David jeta un coup d'œil à l'objet. « Oh, ça me dit quelque chose. » « C'est un harpon d'échantillonnage, une de mes inventions. Je l'utilise pour analyser les entrepôts quand je vais en ville. » Il désigna une petite boule creuse fixée à l'extrémité d'un bras télescopique. « Je tire cette boule dans un silo, disons de blé. Une fois à l'intérieur, elle s'ouvre, prélève un échantillon, se referme. Je peux régler le délai pour obtenir des prélèvements à différentes profondeurs. » Ingénieux, reconnut David, mais pourquoi l'amener ici? Parce que je voulais le jeter en sortant d'ici. Il secoua l'appareil avec frustration. C'est tout ce que j'ai pour lutter contre les empoisonneurs et ça n'a servi à rien. De toute façon, il est trop tard. Trop tard? Mais dites-moi ce qui s'est passé, dit David, attrapant l'épaule de Benson pour le secouer sans ménagement. Benson poussa un soupir tremblant. Tous les membres du syndicat des agriculteurs ont reçu un nouveau message. Cette fois, il n'y a plus aucun doute. Ces lettres et les empoisonnements venaient des mêmes individus. Que disent-elles? Benson détourna le regard. Peu importe les détails, ils nous demandent de leur obéir, sinon ils promettent de multiplier les intoxications par 1000. Ils sont capables de le faire. Si ça arrive, la panique ne se limitera pas à Mars. Ça touchera la Terre et tout le système solaire. Il se redressa. J'ai dit à Makian et à Hens que je vous faisais confiance, que votre histoire sur le gardien des étoiles n'est pas une invention. Mais ils veulent rien entendre. Hens me prend même pour votre complice. Benson s'égarait dans ses rancœurs personnelles, mais il n'avait pas le temps pour ça. Combien de temps avons-nous, Benson demanda David avec impatience. Benson répondit. 2 jours. Non, c'était hier. Il nous reste 36 heures. 36 heures. David sentit une vague de détermination monter en lui. Le compte à rebours était enclenché, mais il pouvait encore réussir. Sans le savoir, Benson venait de lui donner le dernier indice.